par une nuit où la neige pouvait être mortelle, deux petites sœurs furent abandonnées à la mort dans un parc désaffecté. Couvertes de bleu, glacées, s'accrochant à une boîte à musique cassée, elles n'avaient aucune raison d'espérer jusqu'à ce qu'un millionnaire s'arrête, s'agenouille à leur côté et fasse une promesse qui allait tout changer. Le parc était à l'abandon depuis des années. Le carrousel se dressait, figé dans la rouille, ses chevaux peints à moitié enfouis sous des congères blanches. Les balançoires grinçaient sans but dans le vent, leurs chaînes raidies par la glace et dans l'ombre du portail brisé, deux petites silhouettes frissonnaient face à la tempête. Chloé Martin, à peine 8 ans, serrait sa sœur contre elle. Inès en avait 5, fragile comme un moineau, ses lèvres devenant bleues. L'anorak qu'elle partageait était fin et déchiré aux coutures, son rembourrage s'échappant comme des plumes sur la neige. Chloé enroula ses deux bras autour de la petite fille, essayant de la protéger du vent qui coupait comme du verre. La neige ne tombait pas doucement. Elle attaquait de côté, cinglant leur peau. Les lampadaires à l'extrémité du parc clignotaient. Mais ici, au cœur de ce lieu oublié, l'obscurité régnait. Chloé pressa sa joue contre les cheveux humides d'Inès et murmura « Reste éveillé, compte avec moi ». Sa voix tremblait, mais elle força le rythme. 1, 2, 3, la tête d'Inès dodelinait, ses petites mains agrippant une boîte à musique fissurée. Quand Chloé la remonta, la mélodie brisée reprenait péniblement une berceuse que leur mère chantait autrefois. Le son était faible, mais il leur donnait quelque chose à quoi se raccrocher dans le silence immense. La neige s'accumulait plus haut autour de leurs bottes. Les dents de Chloé claquaient, mais elle refusait de fermer les yeux. Quelque part au loin, les cloches d'un clocher sonnaient étouffées et lointaines. Ici, le temps s'était figé et deux petites filles étaient laissées pour disparaître dans la tempête. Le centre-ville d'Annecy scintillait sous les lumières de Noël, mais Sébastien Dubois n'en ressentait rien. Il conduisait seul, ses gants de cuir serrés sur le volant, le silence plus fort que les chants de fête s'échappant de chaque bar. Il aurait pu être au gala que son conseil d'administration attendait. Au lieu de cela, il s'était glissé dans la nuit comme un homme fuyant des fantômes. Il ne conduisait jamais aussi loin au nord, pas depuis la nuit où le tunnel avait emporté sa sœur Sophie, avalée par le verglas et les sirènes. Pourtant, ce soir, le vent l'avait poussé ici dans des rues oubliées près de la rivière. Les essuie-glaces luttaient contre la neige et puis il le vit. Une lueur dans la tempête, petite et désespérée. D'abord, il pensa que c'était un déchet emporté par le vent à l'entrée du parc, mais le faisceau de son phare l'attrapa. Une main d'enfant levait faiblement, serrant une minuscule boîte à musique qui brillait sous le givre. Sébastien freina brusquement, son pouce accélérant. Le parc semblait abandonné, englouti par le blanc. Pourtant, il le sentait, une vie fragile et déclinante. Il sortit, ses bottes s'enfonçant, son souffle formant un nuage dans l'air. Quelque part dans cette tempête, quelqu'un attendait un miracle. Le vent hurlait comme un animal alors que Sébastien s'enfonçait plus profondément dans le parc abandonné. Son souffle lui brûlait les poumons. Chaque expiration se suspendait comme de la fumée dans le noir. Il suivit le plus faible des bruits, des chaînes métalliques qui s'entrechoquaient, le grincement d'une balançoire cassée, jusqu'à ce que ses yeux se fixent sur un mouvement. Deux petites filles blotties à l'abri d'un toboggan rouillé. L'aînée tenait l'autre sur ses genoux, toutes deux enveloppées dans un manteau qui ressemblait plus à un chiffon. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux grands ouverts avec l'éclat vitreux du froid. Sébastien ralentit, les mains levées, la voix basse. « Ça va, je vous vois, vous n'avez rien fait de mal. » L'aîné tressaillit, resserrant son étreinte autour de sa sœur. Il a dit que c'était un entraînement, murmura-t-elle, à peine audible par-dessus la tempête. La discipline nous renforce. Les mots le frappèrent comme un couteau. Il s'accroupit, gardant une distance respectueuse et ouvrit son anorak en laine. La bouffée de chaleur s'échappa dans la nuit. « Ceci vous tiendra chaud, dit-il doucement. Pas un piège, juste de la chaleur. » La plus jeune s'agita faiblement, agrippant une boîte à musique fissurée. La mélodie s'éteignit alors que ses petites mains tremblaient. Sébastien posa le manteau sur la neige, le faisant glisser vers elle, sans jamais quitter ses yeux. Pendant un long moment tremblant, elle le fixa, mi-méfiante, mi-désespérée. Puis, centimètre par centimètre, elle tira le manteau autour d'elle et de sa sœur, enroulant le tissu comme un fragile bouclier. La plus jeune toussa, les lèvres frémissantes. L'aînée dit enfin son prénom, la voix rauque. Chloé et elle c'est Inès. Sébastien hocha la tête, la poitrine serrée.
Chloé, Inès, je m'appelle Sébastien et je vous promets que vous n'êtes plus seuls. Sébastien souleva doucement les deux filles, leur poids combiné plus léger que le manteau qu'il drapa sur elles. Chloé se raidit à son contact, mais Inès était trop faible pour résister, sa tête se balançant contre sa poitrine. La neige lui cinglait le visage alors qu'il traversait le parc, chaque pas s'enfonçant dans les congères. Les phares de sa voiture transperçaient la tempête comme un phare qui attendait. Il les installa doucement sur la banquette arrière, mettant le chauffage au maximum. L'air chaud souffla, mais les enfants ne bougèrent pas. Les mains d'Inès étaient rigides. Ses petits doigts recroquevillés en griffes qui ne se desserraient pas. La panique l'envahit. Il chercha son téléphone, appelant la seule personne en qui il avait confiance en cas d'urgence. « Élodie » dit-il lorsque le docteur Lambert répondit, sa voix tranchante d'urgence. « 2 mineurs, hypothermie sévère, ecchymose ancienne et récente. Je suis en route. » Il raccrocha puis composa le numéro de Sandrine Bernard, son contact à l'aide sociale à l'enfance. « Sandrine, c'est Sébastien. Je les ai trouvées, 2 sœurs abandonnées dans le parc de l'Impérial. Elles viennent avec moi. Il me faut des papiers de placement d'urgence. » Les paupières de Chloé s'affaissèrent dangereusement. Il se pencha vers elle, la soutenant d'une voix ferme, mais calme. « Reste éveillée, Chloé, écoute-moi. Cite-moi 3 choses chaudes. » Ses lèvres tremblèrent. Elle força les mots à sortir. Du chocolat chaud, des couvertures, le soleil. Bien, répète. Sa respiration se stabilisa, fragile, mais présente. Inès s'agita faiblement, la boîte à musique cassée toujours sur ses genoux, sa clé tordue entre ses petits doigts bleus. Sébastien la remonta soigneusement une fois, laissant la faible mélodie jouer, remplissant le silence. En conduisant dans la tempête, il aperçut les yeux de Chloé qui l'observaient dans le rétroviseur. La méfiance persistait, vive et brute, mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qui le terrifiait plus que la colère. Les néons de l'hôpital semblaient aveuglants après la tempête. Les infirmières s'activaient, enroulant des couvertures chauffantes autour des filles, vérifiant leur constante vitale. De la vapeur s'élevaient des manteaux humides qu'on leur retirait, révélant une peau trop pâle pour des enfants si jeunes. Le docteur Élodie Lambert arriva en quelques minutes, son stéthoscope se balançant contre son pull. Son regard s'aiguisa à l'instant où elle vit les ecchymoses. « Ancienne et récente » murmura-t-elle en soulevant doucement la manche de Chloé. Des zébrures sombres parcouraient son avant-bras, la forme d'une ceinture clairement visible. Les poignets d'Inès racontaient la même histoire. De faibles cicatrices se superposaient à des marques violettes fraîches. Chloé grimaçait à chaque contact. Pas seulement de douleur, mais de souvenirs. Il dit que c'est un entraînement, chuchota-t-elle de nouveau. Élodie échangea un regard avec Sébastien, sombre et furieux. Documentez tout, dit Élodie à l'infirmière. Un appareil photo cliquetait doucement, capturant chaque blessure. Ce n'est pas un accident, c'est un traumatisme répété. Sébastien se tenait prêt, mais n'intervenait pas. Ses poings étaient si serrés que ses jointures blanchissaient. Il avait négocié des contrats de plusieurs millions d'euros avec plus de sang-froid. Mais voir un enfant se recroqueviller sous le poids d'une peur invisible brisait quelque chose au plus profond de lui. Quand Élodie atteignit la petite poitrine d'Inès, la fillette de 5 ans gémit, s'agrippant désespérément à la boîte à musique fissurée qu'elle refusait de lâcher. « Laissez-la la garder, dit doucement Sébastien. C'est la sienne. » Élodie hocha la tête, continuant avec précaution. Alors qu'Inès bougeait, la boîte glissa légèrement. Un faible clic métallique retentit de l'intérieur, différent du mécanisme de remontage. Les yeux de Sébastien le remarquèrent. Plus tard, quand les filles furent enveloppées dans des couvertures, sirotant un bouillon chaud dans des gobelets en carton, il ramassa la boîte à musique sur la table de chevet. La charnière à l'arrière semblait tordue comme si elle avait déjà été forcée. Il appuya doucement. Le compartiment caché s'ouvrit d'un coup. À l'intérieur, nichée entre les engrenages cassés, se trouvait une minuscule clé USB. Usée, rayée, mais intacte. Le souffle de Sébastien se coupa. Il regarda Chloé. Ses yeux vacillèrent de peur, mais aussi de défi. « C'est la preuve, murmura-t-elle. Je l'ai gardée en sécurité. » La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement des machines et du murmure de la neige derrière la fenêtre. Sandrine Bernard arriva,
enfilant encore son manteau. Les joues rougies par le froid. Vous disiez avoir quelque chose? Sébastien hocha la tête, connectant la clé à un ordinateur portable de l'hôpital. Pendant un battement de cœur, l'écran resta noir. Puis un dossier apparut. Audio. Élodie jeta un coup d'œil à Sandrine avant d'appuyer sur lecture. La pièce se remplit d'un son qui fit geler l'air. Une voix d'homme pâteuse de colère. Tu crois que pleurer te rend forte? Pleure plus fort. Je vais te montrer ce que c'est être forte. Puis vint le claquement sec de quelque chose frappant la chair. Un sanglot étouffé d'enfant. Inès, sans aucun doute. De l'eau coulait en arrière-plan, comme un robinet laissé ouvert. Une autre voix gémit. S'il te plaît, elle ne peut plus respirer. Élodie ferma les yeux. La mâchoire de Sandrine se serra. Elle avait lu des centaines de rapports, mais un audio comme celui-ci. C'était brut, indéniable. Un autre fichier fut lancé. Cette fois, la voix de Stéphane Moreau, plus basse, moqueuse. Votre mère est partie. Je suis tout ce que vous avez. Vous apprendrez ou vous gèlerez dehors. Chloé se recroquevilla sur elle-même, les bras enroulés autour de sa sœur. Son visage ne changea pas, mais ses jointures étaient exsangues là où elle agrippait la couverture. La voix de Sandrine brisa le silence. C'est plus que suffisant pour déposer une demande de tutelle d'urgence et des accusations d'abus criminels. Il ne pourra pas s'en sortir. Élodie ajouta, son ton d'acier, les marques sur leur corps correspondent au son que vous entendez. Traumatisme à long terme. Il ne fera jamais passer ça pour de la discipline. Sébastien s'appuya contre le comptoir, essayant de ralentir sa respiration. Il s'était assis en face d'hommes d'affaires impitoyables, des hommes qui trichaient et détruisaient des vies pour le profit. Mais ça, c'était de la cruauté gravée dans la chair d'enfant. Il regarda Chloé puis Inès qui s'endormait d'un sommeil agité contre l'épaule de sa sœur. Elles n'y retourneront pas, dit-il. La voix basse, mais absolue. Sandrine hocha la tête. Je prépare la demande ce soir. Un juge peut la signer dès demain matin. Mais Sébastien, ce ne sera pas simple. Des hommes comme lui savent se cacher. Il a déjà échappé à des accusations. Alors, nous ne lui en laisserons pas l'occasion, répondit Sébastien. Ses yeux se posèrent sur la clé USB, toujours brillante dans le port. Cette fois, il fait face à quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Pour la première fois, le regard de Chloé croisa le sien. Sa voix était à peine un murmure, mais elle porta « Tu resteras ». Sébastien n'hésita pas. Oui, je resterai. Dehors, le vent hurlait contre la vitre, mais à l'intérieur, pour la première fois cette nuit-là, il y avait un point d'ancrage. L'ascenseur glissa vers le haut, ses parois en miroir reflétant trois visages qui n'allaient pas ensemble. Un homme dans un manteau sur mesure, deux enfants enveloppés dans des couvertures d'hôpital, leurs yeux écarquillés comme s'ils étaient piégés dans un rêve auquel ils ne croyaient pas. Quand les portes s'ouvrirent, l'appartement terrasse se déploya comme un autre monde. Des baies vitrées du sol au plafond sur le panorama d'Annecy. Des lumières dorées scintillaient sur la rivière gelée. Les sols en marbre poli brillaient. Les canapés en cuir semblaient trop grands, trop parfaits, mais pour Chloé et Inès, c'était étranger. Inès serrait la boîte à musique comme une bouée de sauvetage. Chloé restait près de sa sœur, scrutant l'immensité de la pièce comme si des ombres pouvaient jaillir des coins. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez, dit doucement Sébastien. Sa voix était chaleureuse, mais pas autoritaire. Aucun des deux enfants ne bougea. Un instant, Inès se laissa tomber au sol et rampa sous l'élégante table basse en verre. Elle se recroquevilla, la couverture autour de son petit corps tremblant. Chloé suivit, à moitié dessous, à moitié dehors, ses yeux fixés sur Sébastien comme pour le défier de s'approcher. Il se figea. Négocier des contrats de plusieurs millions d'euros, se tenir devant des sénateurs, affronter des concurrents. C'étaient des batailles qu'il connaissait. Mais cet enfant meurtri caché sous sa table, il n'avait pas de scénario pour ça. Lentement, il s'abaissa sur le tapis. Pas de costume, pas de distance, juste un homme assis en tailleur sur le sol à quelques mètres de là. Il fait plus chaud ici, murmura-t-il, désignant la cheminée qui crépitait déjà. Mais vous n'avez pas à bouger tant que vous n'êtes pas prête. La bouilloire siffla faiblement dans la cuisine. Sébastien se leva seulement pour verser de l'eau chaude dans des tasses,
remuant du chocolat chaud jusqu'à ce que la vapeur monte en douces volutes. Il posa les tasses par terre à côté de la table, en prenant soin de ne pas les pousser trop près. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis une petite main sortit de dessous le verre, celle de Chloé. Elle tira une tasse sous la table. Inès suivit, de minuscules doigts s'agrippant à la chaleur. Sébastien se rassit sur le canapé, observant sans observer. Il n'insista pas. Il ne fit pas de leçon. Il resta simplement là, la lueur du feu se reflétant sur les vitres. Le bourdonnement de la ville au dehors, adouci par la neige. Les yeux de Chloé se posèrent sur lui une fois, la méfiance vive, mais plus douce qu'auparavant. Elle ne parla pas, mais elle ne se détourna pas non plus. Pour la première fois depuis qu'il les avait trouvés, Sébastien le sentit. Pas de la confiance, pas encore, mais sa faible esquisse. Un pont fragile tendu à travers le silence et il sut que tout ce qu'il avait à faire maintenant était de ne jamais le laisser s'effondrer. Le matin arriva, assourdi. La ville étouffait sous une autre couverture de neige. L'appartement semblait calme, trop calme, comme si la tempête extérieure s'était glissée à l'intérieur et avait volé tous les sons. Sébastien se déplaçait sans bruit, préparant des œufs que les enfants ne touchèrent pas, se versant un café qu'il sirota à peine. Chloé était assise près de la fenêtre, les genoux ramenés contre sa poitrine, regardant les flocons glisser sur la vitre. Inès avait de nouveau rampé sous la table basse. La boîte à musique remontait sa berceuse cassée. Quand l'interphone sonna, la poitrine de Sébastien se serra. Il n'attendait personne. La sécurité aurait dû filtrer les visiteurs. Il alla jusqu'à la porte, vérifia l'écran. Rien, juste de la statique. Un filet de malaise parcourut son échine. Il ouvrit la porte lentement. Le couloir était vide, moquetté et silencieux. Mais sur le paillasson reposait un unique morceau de papier plié, les bords humides de neige fondue. Pas d'enveloppe, pas de nom, juste un bout de papier déchiré à la hâte. Il s'accroupit, le ramassa. 4 mots griffonnés à l'encre nerveuse. Elles sont à moi. Ne joue pas au héros. L'écriture était sans équivoque. Agressive, précipitée, confiante dans sa cruauté. Stéphane. La main de Sébastien se serra jusqu'à presque déchirer le papier. Il le glissa dans sa veste et força sa respiration à se calmer avant de rentrer. Les filles ne devaient pas voir sa peur. Pas encore. Derrière lui, la voix vive de Chloé le surprit. Qui était à la porte? Il se retourna lentement, choisissant son ton avec soin. Personne d'important, juste une erreur. Ses yeux se plissèrent. Elle ne le croyait pas, mais elle n'insista pas. Les enfants qui ont appris à survivre savent quand garder leurs questions pour eux. Plus tard, alors que les filles dessinaient sur l'îlot de la cuisine, Sébastien entra dans son bureau. Il consulta les enregistrements de sécurité de l'immeuble. Image par image, il le vit, une ombre près de l'ascenseur de service. À 3h12 du matin, capuche baissée, épaules voûtées. La silhouette se pencha, glissa quelque chose sous le paillasson, puis disparut dans la cage d'escalier. Stéphane les avait trouvés, ou du moins, il voulait qu'il sache qu'il le pouvait. Sébastien appela le chef de la sécurité de l'immeuble. À partir de maintenant, alarme silencieuse, ascenseur de service verrouillé, accès seulement avec mon autorisation. Je veux que les patrouilles soient doublées. Oui, monsieur Dubois. Quand il raccrocha, il resta assis un moment, fixant la note pliée. Il pensa à Sophie, à la nuit où il avait échoué à la protéger, et comment le chagrin l'avait vidé. Il ne répéterait pas ça. Plus jamais. Quand il retourna dans la pièce principale, Inès dormait, blottie contre Chloé. Chloé leva les yeux, sa voix calme, mais empreinte d'un acier bien trop vieux pour son âge. Il viendra, dit-elle simplement. Sébastien s'accroupit à sa hauteur. Alors, il me trouvera en train de l'attendre. Pour la première fois, ses lèvres esquissèrent un mouvement, moitié un test, moitié une fragile croyance que peut-être cet homme pensait ce qu'il disait. Et Sébastien sut que la guerre avait déjà commencé. L'appartement ne ressemblait plus à une forteresse de verre et d'acier. Il ressemblait à un échiquier. Chaque mouvement calculé, chaque son scruté. Sébastien savait que pour 2 enfants qui avaient vécu dans la peur, le luxe ne signifiait rien. La sécurité était tout. Cette nuit-là,
il commença à la construire pièce par pièce. Il commença simplement par les portes. Je ne ferme pas une porte sans le dire d'abord, expliqua-t-il, la voix stable, debout dans le salon avec Chloé et Inès. Il ouvrit la porte de la chambre puis la referma lentement. Vous voyez, vous savez toujours où je suis. Pas de surprise. Le front de Chloé se plissa, sceptique, mais à l'écoute. Inès serrait sa boîte à musique, les yeux grands ouverts. Ensuite vint la chambre forte. Il s'agenouilla devant le panneau dissimulé, pressant le loquet caché jusqu'à ce que la porte renforcée s'ouvre avec un clic. À l'intérieur, des couvertures, de l'eau, une petite lampe et des étagères remplies de collations. Si jamais vous m'entendez dire la pièce, maintenant vous venez ici. Sans poser de questions, sans attendre. Chloé testa la poignée, la fermant puis l'ouvrant à nouveau. Ses lèvres tremblèrent, mais elle hocha la tête. Inès se glissa à l'intérieur, se blottissant sur une couverture comme si ce petit espace clos avait plus de sens pour elle que le vaste appartement. Plus tard, Sébastien introduisit le rituel des 3 choses chaudes. Il en fit une habitude avant de dormir. Dites-les à voix haute. N'importe quoi qui vous fait vous sentir en sécurité. Inès murmura, chocolat chaud, un ours en peluche, la boîte à musique. Chloé hésita, puis marmonna une couverture, le feu, le soleil. Chaque soir, la liste s'allongeait. Parfois Sébastien se joignait à eux, ajoutant l'odeur des crêpes ou la neige quand elles scintillent. Inès gloussa une seule fois, mais c'était suffisant pour lui rappeler que le rire vivait encore en elle. L'appartement lui-même commença à changer. Des chaussettes pendaient au-dessus de la bouche de chauffage, séchant dans le courant chaud. Une rangée de crayons de couleur roula de la table basse, laissant des traînées de couleurs sur son tapis autrefois immaculé. L'air ne sentait plus le bois ciré et le parfum d'agrumes, mais la vapeur de chocolat et les guimauves fondantes. Sébastien s'asseyait par terre avec elle, dessinant des maisons de travers et des bonhommes allumettes avec des têtes surdimensionnées. Chloé corrigeait ses lignes avec un petit froncement de sourcils, mais elle ne repoussait pas sa main. Il fredonnait doucement en gribouillant des cœurs. Quand le feu crépita dans l'âtre, Sébastien jeta un coup d'œil aux filles, blotties ensemble sous une couverture. Pour la première fois depuis des années, son appartement n'était pas silencieux. Il était vivant, fragile, oui, temporaire peut-être, mais vivant. Et pour l'instant, c'était suffisant. La neige continuait de murmurer contre les hautes fenêtres, un sifflement constant qui remplissait le silence entre les respirations. La cheminée rougeoyait, projetant de longues ombres sur les murs de l'appartement. Chloé était assise en tailleur sur le tapis. Inès s'endormit sur ses genoux, la boîte à musique serrée dans ses petites mains. Elle ne regardait pas Sébastien, mais il sentait ses yeux se tourner vers lui de temps en temps, prudent, calculateur. Il posa le livre qu'il faisait semblant de lire. Pendant des heures, il avait laissé le crépitement du feu faire la conversation. Mais le regard de Chloé, vif, méfiant, tira de lui quelque chose qu'il n'avait pas.